Voici l'histoire d'un homme qui m'a contacté il y a quelques semaines, et quand j'ai lu son message, j'ai dû poser mon téléphone et m'asseoir en silence pendant un long moment. Ce n'est pas l'histoire d'un touriste naïf qui s'est fait arnaquer dans un bar de Pattaya. C'est pas l'histoire d'un homme riche qui a jeté son argent par les fenêtres pour impressionner une jeune femme. Non. C'est l'histoire d'un plombier. Un homme qui a passé 41 ans de sa vie à raccorder des tuyaux, à réparer des fuites, à installer des joints avec la précision d'un artisan qui sait qu'un raccord mal serré peut détruire une maison entière. Un homme qui comprenait mieux que quiconque comment les choses se connectent et qui a commis l'erreur de croire que l'amour pouvait remplacer un contrat. Il a construit une maison en Thaïlande, pas n'importe quelle maison. La meilleure maison qu'il ait jamais construite en 41 ans de métier. Avec ses propres mains, avec ses propres économies. Et il a tout perdu, la maison, la femme, l'argent, la vie qui s'était construite à cause de 4 mots qu'on lui a prononcés un matin de mars dans une province dont la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu le nom. Si cette histoire ne vous fait pas réfléchir, rien ne le fera. Et si vous êtes en train de vivre quelque chose de similaire en ce moment même, alors ce message peut être juste à temps. Pendant que vous regardez, dites-moi d'où vous venez dans les commentaires, je les lis toujours, et si vous appréciez ce genre de récit, il y a un petit bouton super merci juste en dessous de la vidéo. C'est totalement facultatif, mais ça m'aide à continuer à raconter ces histoires que la plupart des gens ont trop honte de partager. Je m'appelle Hervé Quintard, j'ai 59 ans, et je dois vous raconter comment j'ai construit la plus belle maison de ma carrière pour la donner à une femme qui m'a demandé de partir le jour où le dernier mur a été peint. Mais avant que vous jugiez à quel point je suis tombé bas, il faut que vous compreniez d'où je viens. Il faut que vous compreniez quel genre d'homme peut se convaincre que construire une maison au nom d'une autre personne dans un pays étranger est une décision raisonnable. Parce que je ne suis pas un imbécile. Je suis un plombier. Et un plombier, ça sait comment les choses fonctionnent. Du moins, c'est ce que je croyais. Je suis né à Vierzon, dans le Cher, une ville au centre exact de la France, à égale distance de partout et identique à nulle part, le genre d'endroit qui apparaît sur les cartes principalement comme un embranchement entre des routes qui mènent à des endroits qui ne sont pas Vierzon. Mon père était contremaître à l'usine de tracteurs, l'employeur principal de la ville, jusqu'à ce que la mondialisation fasse ce que la mondialisation fait aux villes mono-industrielles du cœur agricole. Français. Ma mère travaillait à temps partiel à la mairie, classant des permis et tamponnant des documents avec la patience bureaucratique d'une femme qui avait compris que la majeure partie de la civilisation humaine fonctionne à l'encre et au papier carbone. J'ai un frère, Denis, 5 ans de moins que moi, installé à Bourges, installateur de systèmes de chauffage. Denis m'appelle à Noël et à Pâques. Les appels durent exactement le temps nécessaire pour que chacun de nous confirme que l'autre n'est ni mort, ni marié, ni changé en quoi que ce soit depuis le dernier appel. J'ai obtenu mon certificat d'aptitude professionnelle en plomberie à 10 à 7 ans, suivi d'un brevet professionnel en installation sanitaire et thermique. Je suis plombier. Je suis plombier depuis mes 10 à 7 ans. Je serai plombier jusqu'à ce que mes mains cessent de fonctionner. Ce métier n'est pas un choix de carrière, c'est une identité, inscrite dans ma posture. Cette légère inclinaison vers l'avant d'un homme qui a passé 4 décennies accroupi sous des éviers. Inscrite dans mes mains épaisses, cicatrisée, cailleuse en permanence, avec un index droit qui se plie légèrement vers l'intérieur depuis un incident de clé à molette il y a une 30aine d'années. Inscrite dans ma vision du monde, chaque problème a une solution. Et la solution implique généralement une clé, un raccord, et la volonté de se mouiller les genoux. 41 ans en tant que plombier indépendant à Vierzon et dans les communes environnantes. Un camion. Un employé, un jeune apprenti nommé Kevin, que j'ai formé depuis ses 6 ans et qui a repris l'affaire quand j'ai pris ma retraite. Un fichier client d'environ 300 foyers et 40 propriétés commerciales, tenu dans un carnet à spirale que je gardais dans la boîte à gants du camion et qui constituait l'intégralité de mon système de gestion clientèle. Je n'ai jamais fait de publicité. J'en ai jamais eu besoin. À Vierzon, si vos toilettes tombent en panne à 2 heures du matin, vous appelez Hervé. Si Hervé ne répond pas, vous attendez qu'il le fasse. Il n'y a pas de deuxième option. Je n'étais pas riche. J'étais solvable, le genre de solvabilité que les artisans français de la classe ouvrière atteignent après 4 décennies à dépenser moins qu'ils ne gagnent et à épargner plus qu'ils ne dépensent. Ma retraite me rapportait 1 400 € par mois. Mes économies s'élevaient à 112 000 € accumulés pendant 40 et 1 an sur un livret A et un plan d'épargne logement que j'avais ouvert à la fin des années 80 et que je n'avais jamais touché. Je possédais aussi une petite maison à Vierzon achetée au milieu des années 90 pour l'équivalent de 42 000 €, qui valait désormais environ 95 000 €, 3 chambres, un jardin, un atelier où je rangeais mes outils et où je passais mes dimanches après-midi à réparer des choses qui n'avaient pas besoin d'être réparées, parce que l'acte de réparation était ma méditation.
Mon patrimoine total s'élevait à environ 207 000 euros. C'était pas une fortune. À Paris, ça aurait acheté une place de parking. À Vierzon, ça représentait toute une vie de travail, de discipline et cette vertu particulière de la classe ouvrière française qui consiste à ne jamais dépenser ce qu'on n'a pas gagné 2 fois. Je me suis marié une fois avec Maryse, caissière au supermarché de Vierzon. Nous avons été ensemble pendant 22 ans. Pas d'enfant, Maryse ne pouvait pas concevoir. Et nous avons décliné les traitements de fertilité parce que j'ai dit, avec ma franchise habituelle, si ça veut pas venir avec une clé à molette, je ne force pas. Même principe. Maryse est partie il y a quelques années, pas pour un autre homme, pas dans la colère, mais dans l'épuisement silencieux d'une femme qui avait passé 22 ans mariée à un homme dont la relation émotionnelle principale était avec la tuyauterie en cuivre. Elle m'a dit, le jour de son départ, tu es un homme bien, Hervé. Tu as réparé chaque tuyau de cette maison. Tu nous as jamais réparé. Nous, je n'ai pas discuté. Je pouvais pas. Elle avait raison. Le divorce a été prononcé à Bourges. Les biens ont été partagés. Maryse a pris la voiture. J'ai gardé la maison. Nous ne nous sommes plus parlé depuis. If you've been enjoying the stories I tell, please consider hitting the subscribe button. Your support is crucial for the growth of this channel and helps me dedicate time to making this video despite my commitment to a full-time job. Thank you for being here. Mon voisin à Vierzon, un facteur à la retraite nommé Jean-Luc, avait visité la Thaïlande 3 fois et en était revenu chaque fois avec des photographies, des histoires et l'enthousiasme rougi d'un homme qui a découvert que le monde contient des endroits où il ne pleut pas en novembre. Jean-Luc m'a dit un soir, « Hervé, tu as passé 41 ans sous les éviers des autres. Va quelque part où il fait chaud, mange autre chose que du cassoulet, regarde ce qui se passe. » J'y suis allé 2 semaines en janvier il y a quelques années, Pattaya, un forfait tout compris par une agence de voyage de Bourges, vol, hôtel, transfert. Je suis arrivé avec une valise, mon carnet à spirale par réflexe, et la stupéfaction brûlée par le soleil d'un homme du centre de la France qui rencontre les tropiques pour la première fois. La chaleur m'a frappé comme un mur, la nourriture m'a fait pleurer les yeux, la mer avait la mauvaise couleur trop bleue, trop chaude, trop accessible. À Vierzon, le plan d'eau le plus proche, c'est le Cher brun, froid, utilisé principalement par des pêcheurs qui n'attrapent pas de poissons. Je me suis tenu sur la plage de Pattaya au coucher du soleil, le 2e jour, et j'ai senti quelque chose que j'ai décrit plus tard à Jean-Luc dans la seule phrase poétique de ma vie, comme la sensation d'un tuyau qui se débouche, comme quelque chose qui avait été coincé pendant 40 ans qui venait de bouger. Je suis rentré en France. J'ai réfléchi pendant 3 mois. J'ai vendu la maison de Vierzon pour 91 000 euros, un peu en dessous de l'estimation parce que je voulais une vente rapide. J'ai transféré l'affaire à Kevin pour 1 euro symbolique. Le fonds de commerce était mon cadeau au garçon que j'avais formé. J'ai emballé mes outils pas pour le travail, mais parce que un plombier sans outils, c'est un homme sans main. Et j'ai repris l'avion pour la Thaïlande quelques mois plus tard. J'avais 57 ans, j'avais environ 207 000 euros. Je n'avais aucun plan, au-delà de quelque part où il fait chaud et où les choses fonctionnent différemment. Je l'ai rencontré dans un bar, sur une rue animée de Pattaya, le point de rencontre classique de 1000, histoire identique. Je buvais une bière locale. Elle travaillait. Elle s'est assise à côté de moi, l'approche-standard. Elle a dit « Bonjour, tu viens d'où ?» J'ai dit « France ». Elle a dit « Oh, la France ! J'adore la cuisine française. » Elle n'avait jamais mangé de cuisine française. Je n'étais jamais allé dans un bar thaïlandais. Nous jouions tous les deux des rôles que nous ne comprenions pas complètement pour un public d'une seule personne. Elle s'appelait Fa, 35 ans, originaire de la province de Surin, dans la région de l'Isan près de la frontière cambodgienne, là où les éléphants sont plus nombreux que les opportunités et où le dialecte porte des inflexions khmères qui marquent une personne comme profondément rurale. Elle était la 3e de 5 enfants nés dans une famille de riziculteurs. Son père, Somai, avait 63 ans, il était diabétique et cultivait les mêmes 3 rails de rizière que son père avait cultivé avant lui et son père avant ça. Sa mère, Bunlam, avait 59 ans, souffrait d'arthrite, était le centre administratif de la famille, elle gérait les comptes du ménage, maintenait les obligations sociales envers le temple et les voisins, et décidait, avec une finalité tranquille, comment chaque bas qui entrait dans le foyer était alloué. Enfin, elle n'était pas belle de la façon qui arrête la circulation, elle était chaleureuse de la façon qui arrête la solitude. Elle avait un visage rond, un rire rapide, et cette capacité de faire sentir à un homme que son attention était un cadeau plutôt qu'une transaction. Cette capacité était naturelle. Son application était professionnelle. Nous avons parlé pendant 2 heures. Mon anglais était rudimentaire, à peu près le niveau d'un plombier français qui avait regardé des tutoriels en ligne sur l'installation de chaudières. Son anglais était fonctionnel
à peu près le niveau d'une femme thaïlandaise qui avait conduit des relations précédentes avec des hommes européens. La communication était adéquate mais superficielle. Cette superficialité allait définir notre relation. Assez profonde pour se sentir connecté, trop peu profonde pour naviguer dans les conflits. J'ai payé sa sortie du bar 500 bahts. Nous sommes allés dîner. J'ai payé. Elle a commandé modestement. Elle ne buvait pas d'alcool, un détail que j'ai noté et apprécié. Elle a ri de mes tentatives d'utiliser des baguettes. J'ai réparé la charnière défaillante de la porte des toilettes du restaurant, sortant un outil multifonction de ma poche avec la compétence réflexe d'un homme qui ne peut pas rester assis près d'une chose cassée sans la réparer. La serveuse a applaudi, m'a regardé d'une certaine façon cette évaluation silencieuse que certaines femmes font quand elles regardent un homme travailler avec ses mains. J'ai pas compris ce regard à ce moment-là. Je le comprends maintenant. C'était le regard d'une femme qui évalue ce qu'un homme peut construire. La relation a progressé selon la trajectoire standard. Les sorties du bar sont devenues une compagnie quotidienne. La compagnie quotidienne est devenue une cohabitation. La cohabitation est devenue de la domesticité. A emménagé dans mon appartement, loué une pièce dans un immeuble résidentiel à l'est de Pattaya, 12 000 bahts par mois. Elle a apporté une valise, une amulette de Bouddha et une photo encadrée de ses parents. Elle cuisinait, elle nettoyait. Elle gérait l'appartement avec l'efficacité d'une femme qui avait maintenu des arrangements domestiques précédents et qui savait exactement quel geste produisait quel résultat. Elle pliait mes chemises. Elle préparait mon café, apprenant dès le premier jour que je le prenais avec 2 sucres et sans lait. Un détail qu'elle n'a jamais oublié parce que ce souvenir des préférences est le fondement de l'économie domestique dans laquelle elle opérait. J'ai vécu cette domesticité comme de l'amour. C'en était peu être pas. La distinction est inconnaissable, même pour Fa. Ce qui est connaissable, c'est que moi, pour la première fois depuis le départ de Maryse, je me réveillais dans une maison qui semblait habitée, le café était fait, l'appartement était propre, quelqu'un était présent, le tuyau s'était débouché. Les premiers mois ont passé comme de l'eau tiède dans un circuit bien installé, sans à-coups, sans bruit, avec cette régularité rassurante qui vous fait croire que le système est sain. J'ai commencé à envoyer de l'argent, pas parce qu'on me la demandait pas directement. Parce que Fa partageait sa vie avec moi et sa vie contenait des problèmes qui coûtaient de l'argent. Sa mère avait besoin de médicaments, son père avait besoin d'un examen médical, son frère cadet, Shai, avait perdu un emploi de plus et n'avait rien pour manger. Chaque besoin était présenté non pas comme une demande mais comme un récit. Elle racontait sa journée et sa journée contenait un problème et le problème avait un prix. Je payais le prix parce que c'est ce qu'un homme fait quand il aime une femme et que la femme a une famille qui souffre. 15 000 bahts par mois pour Fa, 10 000 bahts par mois envoyés à ses parents, à Surin. Un collier en or 75 000 bahts que j'ai présenté comme un cadeau d'anniversaire de 3 mois parce que je voulais lui offrir quelque chose et que j'avais besoin d'un prétexte. Une moto 38, 1000 bahts enregistrée à son nom parce que je n'avais pas de permis thaïlandais. En 6 mois, j'avais dépensé environ 263 000 bahts, l'équivalent de 6 700 € à peu près. C'était pas catastrophique, c'était un investissement. Du moins, c'est ce que je me disais chaque fois que je me connectais à ma banque en ligne et que je voyais le solde diminuer d'un cran supplémentaire. Au bout de quelques mois, Fa m'a emmené rencontrer sa famille. La visite à Surin a été le pèlerinage standard vers lisant la longue route, la maison modeste, le père aux mauvaises jambes, la mère aux yeux perçants, le frère ivre, les frères et sœurs qui travaillent, l'évaluation collective de la capacité financière du pharaon conduite à travers le prisme de l'hospitalité. Permettez-moi de vous présenter cette famille, parce que chacun de ses membres va jouer un rôle dans ce qui va suivre. Anoucha, le frère aîné, 40 et 1 an, conduisait un camion de ciment dans une ville voisine, marié, 3 enfants. Il envoyait de l'argent à la maison de façon irrégulière. Ploin Pit, la sœur aînée, 39 ans, travaillait dans une usine textile à Bangkok. Mère célibataire. Elle envoyait 12 000 bahts par mois à la contributrice la plus fiable aux revenus de la famille. Ratana, la sœur cadette, 31 ans, travaillait dans une supérette à Surin. Récemment mariée à un homme thaïlandais qui travaillait dans une usine de transformation de poulet. Revenus combinés environ 28 000 bahts par mois. Et puis chez le frère cadet, 27 ans, sans emploi. Il vivait dans le domaine familial. Il buvait. La dépense récurrente et la déception permanente de la famille. J'ai réparé des choses. C'est ce que je fais. J'ai réparé la pompe à eau, j'ai réparé le portail, j'ai réparé une fuite dans le toit de la cuisine qui goûtait depuis 2 ans, j'ai réparé une prise défaillante dans la chambre de la mère. Chaque réparation était une communication, le langage d'un homme qui ne peut pas dire « je t'aime » en thaïlandais,
mais qui peut dire « j'ai réparé votre pompe à eau » dans n'importe quelle langue. Sommet le père m'a regardé travailler et a dit quelque chose à Boonlam en dialecte local que je ne comprenais pas. Enfin, m'a traduit plus tard en riant. Il a dit que tu étais utile. Dans l'économie de Lisan rural, c'est le plus grand compliment qu'un potentiel gendre puisse recevoir. Pas beau, pas riche, utile. Boonlam, la mère, avait une évaluation plus nuancée. Elle m'a regardé réparer le toit de la cuisine. Puis elle m'a regardé réparer le toit de la cuisine et elle a vu ce qu'elle avait besoin de voir. Sa fille avait trouvé un homme qui construisait des choses. La construction était l'opportunité. Environ 1 an après notre rencontre, femme a dit un matin « Hervé, je veux te montrer quelque chose ». Elle m'a conduit sur la moto que j'avais payée jusqu'à un terrain situé à environ 4 km de la maison de ses parents. Le terrain faisait un rail, 1600 mètres carrés de terre plate et dégagé avec un petit tamarinier au coin est et un fossé de drainage le long de la limite nord. Le terrain était entouré de rizières. Le voisin le plus proche se trouvait à 200 mètres. Le ciel était immense, le silence était complet. Fa a dit « Ce terrain est à vendre. 180 000 bahts. Mon rêve, c'est de construire une maison ici. Une vraie maison. Pour nous. Et pour mes parents quand ils seront vieux, elle a dit pour nous d'abord, pour mes parents, ensuite. » L'ordre de mots était délibéré, il positionnait la maison comme un projet commun avec un bénéfice familial plutôt qu'un projet familial avec Hervé comme financeur. La distinction était structurelle. J'ai regardé le terrain. Je l'ai évalué comme j'évalue toute façon pratique. Le sol était ferme. Le drainage était adéquat. Le chemin d'accès n'était pas goudronné mais praticable. Le terrain avait des poteaux électriques le long de la route, indiquant qu'un raccordement au réseau était possible et se trouvait à moins de 500 mètres d'une conduite d'eau municipale. En tant que site pour une maison, c'était viable. J'ai dit « Combien pour construire ?» Fa a dit « Je sais pas exactement. Peut être 2 millions, 2,5 millions. » Elle savait exactement. Elle avait déjà consulté un entrepreneur local, un homme appelé Narong, qui était marié à la nièce de Boonlam, ce qui faisait de lui à la fois un contact professionnel et une connexion familiale. Narong avait fourni un devis 2 200 000 bahts pour une maison de 2 étages, 3 chambres, un porche couvert, une cuisine, 2 salles de bain et un mur d'enceinte. Le devis était raisonnable pour la province de Surin. Ce qui n'était pas raisonnable, et ce que je ne découvrirai que beaucoup plus tard, c'est que le devis de Narong incluait une commission familiale de 15% qui serait versée directement à Boonlam. J'ai réfléchi pendant 3 jours. Je me suis assis sur le porche de la maison des parents de Fa, le porche que j'avais réparé, et j'ai fait les calculs. Pas dans un tableur, dans ma tête. De la façon dont un plombier estime un chantier. Matériaux, main-d'œuvre, temps, marge. Le terrain, 180 000 bahts. La maison, 2 200 000 bahts. L'ameublement, environ 300 000 bahts. Les imprévus, 200 000 bahts. Total, environ 2 880 000 bahts, soit à peu près 73 500 euros. Par rapport à mes économies totales d'environ 207 000 euros, moins les quelques 6 700 déjà dépensés pour la relation, j'avais environ 200 000 euros disponibles. La maison consommerait environ 37% de mes actifs liquides. Ma retraite et le reste de mes économies me permettraient de vivre indéfiniment au coût de la vie thaïlandaise. L'arithmétique fonctionnait. L'arithmétique fonctionne toujours en Thaïlande. C'est l'architecture sous l'arithmétique qui s'effondre. J'ai dit oui parce que le terrain était solide. Parce que le devis était raisonnable. Parce que j'avais passé 40 et 1 an à construire et à réparer des choses, et que la perspective de construire une dernière chose, une maison, dans un pays chaud, avec une femme qui préparait mon café, exactement comme je l'aimais ressembler à l'aboutissement d'une vie passée au service de la plomberie des autres. J'ai dit oui parce que j'en avais envie. J'ai dit oui parce que personne ne m'a dit de ne pas le faire. Le terrain a été acheté en octobre, il y a environ 2 ans et demi, au nom de Fa. Parce que les étrangers ne peuvent pas posséder de terre en Thaïlande. Je le savais. Je l'ai accepté. Je n'ai pas consulté d'avocat concernant des structures alternatives, usufruit, bail amphithéotique, société thaïlandaise, droit de superficie. Je n'ai pas préparé de déclaration légale. Je n'ai pas photographié les transferts financiers. Je n'ai pas constitué de dossier de documentation. J'ai rien fait de tout cela parce que j'étais un plombier de Virzone, pas un expert immobilier. Je n'avais jamais acheté de propriété dans un pays étranger. Je n'avais jamais consulté d'avocat international. Je n'avais jamais entendu parler d'un usufruit. J'avais entendu le mot chanotte parce que l'agent immobilier l'avait mentionné, mais je le comprenais de la même façon que je comprenais le mot hypothèque comme un concept que d'autres gens géraient pendant que moi je tenais la clé à molette. La construction a commencé en novembre. L'équipe de Narong, 4 hommes de la région, a creusé les fondations un mardi. J'étais présent chaque jour du chantier. Pas en tant que superviseur, en tant que participant. J'ai creusé les tranchées de fondation aux côtés des ouvriers thaïlandais, j'ai mélangé le béton,
J'ai tiré le câblage électrique moi-même, économisant environ 60 000 bas en frais d'électricien et produisant un travail de câblage que Narong a admis plus tard être le meilleur qu'il ait vu en 20 ans, aux normes européennes. Et j'ai fait la plomberie moi-même. Chaque tuyau, chaque raccord, chaque vanne, chaque siphon. Les salles de bain étaient mon chef-d'œuvre, des siphons en paix correctement ventilés, des conduites d'alimentation en cuivre au lieu du plastique que la construction thaïlandaise utilise habituellement, des mitigeurs thermostatiques que j'avais fait importer de France par un fournisseur de Bangkok pour un coût de 10 à 8 000 bahts que je considérais comme non négociable parce qu'un plombier n'installe pas des vannes de qualité inférieure dans sa propre maison. La maison a pris 5 mois. J'ai passé chaque jour sur le chantier. Je déjeunais avec l'équipe du riz gluant et du poulet grillé apporté par une vendeuse qui arrivait à midi sur une moto avec une cuisine latérale. J'ai appris environ 40 mots thaïlandais liés à la construction. L'équipe m'a surnommé d'un terme qui signifie artisan étranger. Je ne savais pas que c'était un compliment jusqu'à ce que Femme le dise. Et quand elle me l'a dit, j'ai souri d'une façon que Fan n'avait jamais vu, pas le sourire poli que je portais dans les situations sociales, mais le sourire véritable, sans garde, d'un homme qui a été reconnu pour ce qu'il est réellement. La maison a été terminée en mars de l'année suivante. 2 étages, 3 chambres, 2 salles de bain, mes salles de bain, avec les vannes françaises et les siphons appropriés. Un porche couvert avec un sol en béton que j'avais coulé moi-même un samedi après-midi pendant que la mère de Fa regardait depuis une chaise en plastique et ne disait rien, ce qui était sa façon de tout dire. Le coût final s'est élevé à 3 172 000 bahts, soit environ 421 000 euros. Le terrain avait coûté 180 000 bahts. La construction par Narong, 2 200 000 bahts. Les matériaux électriques pour mon propre travail, 65 000 bahts. Les matériaux de plomberie incluant les importations françaises, 92 000 bahts. L'ameublement et les appareils électroménagers, 340 000 bahts. L'aménagement paysager et le mur d'enceinte, 115 000 bahts. Les imprévus et les dépenses diverses, 180 000 bahts. La maison avait coûté un peu plus que le devis initial, mais restait dans la fourchette que j'avais anticipée. C'était, selon n'importe quel standard de construction, une excellente maison. Les murs étaient d'aplomb. Le toit ne fuyait pas. La plomberie était aux normes françaises. Le câblage électrique était correctement mis à la terre, une rareté dans la construction résidentielle thaïlandaise, que je considérais comme un point d'honneur personnel. Je me suis tenu sur le porche de la maison achevé un jeudi soir et j'ai regardé le soleil se coucher sur les rizières. Enfin, se tenait à côté de moi. Ses parents étaient à l'intérieur sommet, dans le salon, devant la télévision, Boonlam dans la cuisine, en train d'organiser les nouveaux placards. Le tamarinier, au coin de la propriété, projetait son ombre sur l'allée. Le silence était le même silence que j'avais entendu quand Femme avait montré le terrain pour la première fois, immense, complet et chaud. J'ai pensé, j'ai construit ça. Avec mes mains, dans un pays où personne ne connaît mon nom, et c'est la meilleure chose que j'ai jamais construite. J'avais raison. C'était la meilleure chose que j'avais jamais construite. C'était aussi, au sens juridique le plus strict, pas à moi. L'effondrement n'a pas commencé par un événement dramatique, il a commencé par une chaise. Je suis rentré d'un passage au marché local et j'ai trouvé Shai, le frère cadet de Fa, celui qui ne travaillait pas et qui buvait assis dans le salon, dans la chaise où je m'asseyais, devant la télévision que j'avais achetée, buvant une bière qui venait du réfrigérateur que j'avais payé. J'ai dit à Fa, pourquoi Shai là? Fa a dit, il s'est disputé avec le mari de Ratana. Il a besoin de rester quelques jours. Shai est resté 4 mois. Le schéma était identique à des cas dont j'avais jamais entendu parler parce que je ne regardais pas de vidéos sur les arnaques en Thaïlande, je ne lisais pas les forums d'expatriés, je ne savais pas que mon expérience était un modèle reproduit à travers des milliers de foyers dans chaque province où un homme étranger avait construit une maison au nom d'une femme thaïlandaise. Cha consommait des ressources. Il mangeait, il buvait, il utilisait l'électricité. Il a cassé un carreau de salle de bain que j'ai réparé sans commentaire. Il empruntait mes outils dans l'atelier, les rendait sales, abîmés ou pas du tout. Il était assis, il existait, il ne contribuait à rien. Boonlam, la mère, a emménagé moins de 2 mois après l'arrivée de Shai. Pas en envahisseur en mer. Elle avait 60 ans. Son arthrite empirait. La maison que j'avais construite était plus récente, meilleure, et plus proche de l'hôpital que la vieille maison familiale. Son arrivée était logique, défendable et permanente. Sommet a suivi 1 mois plus tard. La vieille maison, celle où j'avais réparé la pompe à eau, et le portail et le toit étaient vides. Les 4 membres de la famille immédiate de Fa vivaient désormais dans la maison que j'avais construite.
Les dépenses du ménage ont doublé, puis triplé. Les factures d'électricité qui étaient de 3000 bahts sont passées à 8000 sommets, faisaient tourner une deuxième télévision dans la chambre. Bounam faisait tourner un ventilateur 24 heures sur 24, malgré la climatisation. La chambre de chat était éclairée et climatisée en permanence parce que il la quittait rarement. Les coûts de nourriture ont augmenté proportionnellement. 3 adultes supplémentaires mangeant 3 repas par jour. La consommation d'alcool de chat ajoutait environ 4000 bahts par mois à la facture d'épicerie du ménage. J'ai calculé l'augmentation des coûts, environ 22 000 bahts par mois, soit à peu près 560 euros. Contre ma retraite de 1400 euros, ce n'était pas catastrophique. Mais c'était corrosif. Et la corrosion était amplifiée par la perte de quelque chose de moins quantifiable que l'argent. La maison n'était plus mon foyer, c'était le domaine familial des Konsouk. Le plombier français qui l'avait construite était devenu le locataire étranger. Les semaines passaient et je sentais les murs se resserrer autour de moi, pas physiquement, mais de cette façon particulière qui vous fait prendre conscience que l'espace que vous occupez ne vous appartient pas, même si c'est vous qui avez coulé le béton. Chaque matin, je me réveillais dans une maison pleine de gens qui ne me parlaient pas dans une langue que je ne comprenais pas, qui utilisaient des choses que j'avais payées comme si ces choses avaient toujours été là, comme si elles avaient poussé du sol thaïlandais en même temps que le riz dans les rizières. Mon atelier, l'endroit où je rangeais mes outils, mon sanctuaire, l'équivalent de ce que mon atelier de Vierzon avait été pendant 40 ans, était devenu l'espace de rangement de chats. Il y avait mis des caisses de bière vides, un vieux pneu de moto, et des sacs en plastique dont personne ne pouvait expliquer la provenance. Mes clés à molette étaient couvertes de rouille parce que quelqu'un les avait laissées dehors sous la pluie. Ma boîte de raccords en cuivre, des raccords français de qualité, que j'avais rapportés dans mes bagages, avait été ouverte et à moitié vidée. Personne ne savait qui avait pris les raccords. Personne ne savait à quoi servaient des raccords en cuivre. Personne ne comprenait pourquoi un homme se mettrait en colère pour des morceaux de métal. Mais c'était pas des morceaux de métal. C'était mes outils. Et un plombier sans ses outils, c'est un homme sans ses mains. Le soir, quand toute la famille était réunie devant la télévision, ma télévision, branchée sur des chaînes thaïlandaises dont je ne comprenais pas un mot, je m'asseyais sur le porche que j'avais coulé et je regardais le tamarinier projeter son ombre sur l'allée. Et je pensais à Vierzon, à la petite maison, avec l'atelier et le jardin, au silence qui n'était pas le silence de l'Isan immense et chaud, mais le silence du chair gris, frais et entièrement mien. Et je me demandais comment un homme qui comprend les connexions mieux que quiconque avait pu se retrouver si complètement déconnecté. Environ 22 mois après le début de notre relation, j'ai confronté Fa. Pas à propos de sa famille, à propos de l'avenir. J'ai dit Fa, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. On a construit cette maison ensemble, j'ai payé pour elle. J'ai fait la plomberie et l'électricité de mes propres mains. Mais le chanotte est à ton nom. Si quelque chose arrive entre nous, si tu veux partir, si je tombe malade, si je meurs, je n'ai aucun droit légal sur cette maison. Je veux ajouter mon nom à la propriété. Ou créer un arrangement juridique qui protège mon investissement. La réponse de Fa a été la réponse que chaque femme dans sa position a donnée à chaque homme dans ma position depuis que le premier étranger a construit la première maison sur le premier terrain agricole de l'Isan. En Thaïlande, un étranger ne peut pas posséder de terrain. Tu le sais. La maison est à mon nom, mais c'est notre maison. Tu vis ici, c'est ton foyer. Pourquoi t'as besoin de papier? Tu ne me fais pas confiance. La question « tu ne me fais pas confiance » est le mécanisme de blocage. Elle transforme une discussion juridique en accusation émotionnelle. L'homme qui insiste sur une protection légale est l'homme qui ne fait pas confiance. L'homme qui ne fait pas confiance est l'homme qui n'aime pas. L'homme qui n'aime pas ne mérite pas la maison. La circularité est parfaite et elle a été utilisée pour vaincre chaque argument rationnel jamais formulé par un homme étranger debout dans une maison thaïlandaise qu'il a payée. J'ai reculé. J'ai reculé parce que j'aimais Fa. J'ai reculé parce que je ne voulais pas être l'homme qui ne fait pas confiance. J'ai reculé parce que j'étais un plombier de Vierzon qui n'avait jamais navigué dans une conversation juridique dans aucune langue et qui ne pouvait certainement pas en naviguer une dans une langue qu'il ne parlait pas à propos d'un système juridique qu'il ne comprenait pas. J'ai reculé et en reculant, j'ai scellé le dénouement. Les semaines qui ont suivi cette conversation ont été les plus étranges de ma vie. Fa n'était pas fâchée, elle était distante. Pas froide, pas hostile, juste légèrement décalée, comme un robinet qui ne coule plus tout à fait au même débit. Les gestes étaient les mêmes le café le matin, le repas le soir, le sourire quand je rentrais du marché, mais quelque chose avait changé dans la pression. En plomberie, quand la pression baisse sans raison apparente, ça veut dire qu'il y a une fuite quelque part dans le circuit. Vous ne la voyez pas encore, vous ne l'entendez pas encore,
Mais elle est là, derrière un mur, sous un plancher, dans un endroit que vous pouvez pas atteindre sans tout casser. La fuite dans notre relation était là depuis le début. Je ne l'avais simplement jamais cherchée. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées ou que j'avais choisi d'ignorer, ce qui revient au même. Enfin, parler au téléphone en dialecte local avec une fréquence qui avait augmenté, Bounlam, et elle avait des conversations dans la cuisine qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Pas de façon dramatique, pas de silence soudain, suivi de sourires forcés. Juste une transition naturelle vers un autre sujet, si fluide que je me demandais si je l'imaginais. Shay avait commencé à me regarder différemment. Plus d'évitement, plus de cette lâcheté silencieuse du parasite qui sait qu'il vit aux dépens de quelqu'un. À la place, quelque chose qui ressemblait à de l'assurance, comme un homme qui sait quelque chose que vous ne savez pas et qui tire un plaisir tranquille de cette asymétrie d'informations. Sommet, le père, ne me regardait plus du tout. Et puis, un matin ordinaire, environ 26 mois après notre rencontre, femme m'a dit qu'elle voulait que je parte. Pas avec du drame, pas avec une confrontation, pas avec des serrures changées. Avec une conversation calme, directe et prononcée, avec cette platitude particulière que les femmes thaïlandaises utilisent quand la décision a déjà été prise, et que la conversation n'est que la notification. Elle a dit « Hervé, j'ai réfléchi, je pense que c'est mieux si tu rentres en France, ma famille est ici maintenant, ma mère est malade, mon père est vieux, Shay a besoin d'aide, la maison est trop pleine. Et je pense que nous ne sommes plus faits l'un pour l'autre. Je suis désolé. » J'ai dit c'est ma maison. Je l'ai construite. J'ai payé pour. J'ai installé la plomberie avec des vannes françaises. Fa a dit 4 mots. 4 mots qui terminent chaque litige immobilier qu'un homme étranger a jamais eu sur le sol thaïlandais. C'était pas un argument juridique. C'était une déclaration de juridiction. Une déclaration que les règles de l'endroit où vous vous tenez ne sont pas les règles de l'endroit d'où vous venez et que la distance entre ces deux ensembles de règles est exactement la largeur d'un titre de propriété. Ici, c'est la Thaïlande. 4 mots. Et dans ces 4 mots, tout ce que j'avais construit, les murs, les tuyaux, les vannes, le porche, le mur du jardin, les 5 mois de travail quotidien sous le soleil à côté de 4 ouvriers thaïlandais qui m'appelaient l'artisan étranger, tout cela est devenu la propriété de quelqu'un d'autre. Non. C'était devenu la propriété de quelqu'un d'autre le jour où j'avais signé le chanote à son nom. Je m'en étais simplement pas rendu compte jusqu'à ce qu'elle le dise. J'ai appelé un avocat, un praticien basé à Surin qui traitait les litiges immobiliers pour environ 15 000 bahts par consultation. Il m'a dit ce que chaque avocat en Thaïlande dit à chaque homme étranger dans cette situation. Le terrain et la maison sont à son nom. Vous avez payé volontairement. Il n'y a pas d'accord écrit établissant votre intérêt de propriété. Vous n'avez pas de certificat de mariage, nous ne nous étions jamais mariés. Pas d'usufruit, pas de bail, pas de droit de superficie, pas de déclaration légale, pas de structure de société. Le chanote est clair. La propriété est à elle. Vous pouvez déposer une plainte civile pour enrichissement injustifié, mais la charge de la preuve vous incombe de démontrer que les paiements n'étaient pas des cadeaux. Sans documentation, contrat, accord écrit, document de prêt formel prouvé qui n'étaient pas des cadeaux est extrêmement difficile. Je peux prendre l'affaire, mon évaluation honnête de la probabilité de recouvrement. 10 à 15%. Mes honoraires estimés 200 à 300 000 bahts. Délai 10 à 8 mois à 3 ans. J'ai fait le calcul. 200 à 300 000 bahts d'honoraires juridiques. 10 à 15% de chance de récupérer une portion de 3 172 000 bahts. 18 mois à 3 ans dans un tribunal thaïlandais, dans une langue thaïlandaise, sous un droit thaïlandais, dans une province où la famille de la partie adverse vivait depuis 3 générations et où le juge achetait probablement son riz chez le voisin de Bounlam. Je n'ai pas poursuivi l'affaire. J'ai emballé mes outils. Femme m'a laissé prendre les outils, ils étaient clairement les miens et elle n'avait aucun usage d'une clé à tuyau ou d'un jeu de mitigeur thermostatique français. J'ai emballé mes vêtements, j'ai emballé mon carnet à spirale. J'ai laissé derrière moi la maison, la plomberie, l'électricité, le porche que j'avais coulé, les carreaux de salle de bain que j'avais posés, le mur du jardin que j'avais aidé à construire et environ 81 000 euros de travail matérialisé d'économie. J'ai laissé derrière moi le tamarinier. L'arbre se fichait de savoir qui possédait le chanote. Il poussait de toute façon. J'ai pris un autocar de Surin à Bangkok. Le trajet a duré 7 heures. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé la plaine de l'Isemplat, verte, infinie, défiler avec cette vitesse particulière d'un pays qui bouge pendant que vous restez immobile.
Je suis arrivé à la gare routière de Bangkok à 23 heures. J'ai pris un taxi jusqu'à un hôtel près de l'aéroport. J'ai réservé un vol pour le lendemain matin. J'ai appelé Denis à Bourges depuis la chambre d'hôtel. J'ai dit, j'ai perdu la maison. Denis a dit, quelle maison? J'ai dit, celle que j'ai construite en Thaïlande. Denis a dit, tu as construit une maison en Thaïlande? J'ai dit oui, 3 chambres, 2 salles de bain, plomberie française. Denis a dit, et tu l'as perdue? J'ai dit, elle était à son nom, tout. Le terrain, la maison, tout. Elle m'a demandé de partir, l'avocat dit que j'ai pas de recours. Denis est resté silencieux pendant environ 10 secondes. Puis il a dit, combien? J'ai dit, environ 4-20 000. Denis a prononcé un seul mot, un juron berrichon, que j'avais entendu environ 4000 fois dans ma vie, mais qui n'avait jamais sonné aussi complet qu'il l'a fait dans cette chambre d'hôtel à minuit. Puis Denis a dit, viens à Bourges. J'ai une chambre d'amis. Et les toilettes coulent. Je voulais les réparer depuis 2 ans. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle. Parce que les toilettes, c'était quelque chose que je pouvais réparer. Je vis maintenant dans la chambre d'amis de Denis à Bourges. J'ai réparé les toilettes le premier jour. Un clapet de remplissage défaillant. Un travail de 15 minutes. Une pièce à 4 € achetée au magasin de bricolage. Je me suis inscrit dans une agence d'intérim spécialisée dans les métiers du bâtiment. Je travaille 3 à 4 jours par semaine, comme plombier intérimaire appel d'urgence, travaux de rénovation, nouvelle installation. Le tarif est de 14,50 € de l'heure. Pas mon tarif de Vierzon, mais du travail. Mes mains fonctionnent encore, mes genoux protestent mais coopèrent. Mes économies s'élèvent à environ 110 à 9 000 €, le solde après les dépenses thaïlandaises et le coût du retour en France. Ma retraite couvre mes frais de subsistance de base. Le travail la complète. Je suis pas dans le dénuement, je suis diminué. La distinction compte parce que le dénuement est une condition qu'on peut réparer. La diminution est une condition avec laquelle on doit vivre. Je parle pas de la Thaïlande. Quand Jean-Luc, le voisin de Vierzon, qui m'avait suggéré le voyage à l'origine, appelle pour me demander comment ça s'est passé, je dis le temps était beau. Je ne dis rien d'autre. Les 4 syllabes contiennent tout et ne révèlent rien. J'ai dit à Denis, tard un soir, autour d'une bouteille de vin que ni l'un ni l'autre n'aurait dû ouvrir, j'ai construit la meilleure maison que j'ai jamais construite. Meilleure que n'importe quoi à Vierzon. La plomberie était parfaite, l'électricité était mise à la terre, les murs étaient d'aplomb, le toit ne fuyait pas. Et rien de tout ça n'a d'importance parce que j'ai construit sur le terrain de quelqu'un d'autre et que j'ai mis le nom de quelqu'un d'autre sur le papier et que j'ai cru que l'amour était un matériau de construction. Je suis plombier. Je suis plombier depuis 41 ans. Je comprends comment les choses se connectent. Les tuyaux se connectent avec des raccords. Les raccords se connectent avec du ruban d'étanchéité ou de la soudure ou des raccords à compression. Chaque connexion a une spécification, un couple de serrage, une température, une qualité de matériaux. Si vous suivez la spécification, la connexion tient. Si vous ne la suivez pas, ça fuit. J'ai construit une maison en Thaïlande sans suivre aucune spécification. Pas de spécification juridique, pas de spécification financière, pas de spécification de propriété. J'ai connecté mon argent à son terrain avec rien d'autre que la confiance. La confiance n'est pas du ruban d'étanchéité. La confiance n'est pas de la soudure. La confiance n'est pas un raccord à compression. La confiance, c'est 2 surfaces pressées l'une contre l'autre sans rien entre elles. Et ça a fui. Bien sûr que ça a fui. Un plombier devrait savoir ça. Un plombier devrait savoir que chaque connexion a besoin d'un joint. Chaque raccord a besoin d'un joint d'étanchéité. Chaque investissement a besoin d'un document. Je n'ai pas utilisé de document. J'ai utilisé l'amour. Et l'amour, en plomberie comme en immobilier, n'est pas un produit d'étanchéité. Ça ne durcit pas. Ça ne se solidifie pas. Ça ne colle pas. Ça remplit juste l'espace. Pour un temps. Jusqu'à ce que la pression dépasse la capacité. Et alors ça fuit. La maison est à Surin. Je ne la reverrai jamais. Mais je le sais avec la certitude d'un homme qui a posé des tuyaux pendant 40 et 1 an que la plomberie fonctionne. L'eau chaude est à 41 degrés. Les siphons sont correctement ventilés. Les conduites d'alimentation sont en cuivre, pas en plastique. Les sols des salles de bain s'écoulent sans stagner. Ils vivent dans une maison avec la meilleure plomberie de la province de Surin. Ils ne le savent pas. Ils ne le sauront jamais. Et quand les vannes auront éventuellement besoin d'entretien dans 15-20 ans, parce que les vannes françaises sont construites pour des durées de vie françaises. Personne à Surin ne saura comment les entretenir. Personne n'aura les outils, personne n'aura les spécifications, et la température de l'eau va dériver de 41 à 39, puis 37, puisque la conduite non régulée délivrera.
et personne ne se souviendra que c'était un jour 40 et 1 degré. Personne ne se souviendra qu'un plombier français de Vierzon a réglé ses vannes un jeudi après-midi de février et les a testés 3 fois, parce que 3 fois, c'est le minimum pour une mise en service correcte, et parce que certaines choses, même dans une maison qui ne vous appartient pas, même dans une vie qui s'effondre, même le dernier jeudi que vous passerez jamais dans un bâtiment que vous avez construit de vos propres mains, certaines choses doivent être faites correctement. La plus grande erreur de ma vie, ce n'est pas d'avoir construit la maison, ce n'est pas d'avoir fait confiance à cette femme, ce n'est pas de ne pas avoir engagé d'avocat. La plus grande erreur, c'est que je suis un homme qui fait tout correctement, chaque raccord, chaque vanne, chaque connexion, et j'ai fait la seule chose qui comptait le plus sans aucune spécification. J'ai construit une maison sans plan, pas sans plan de construction, sans plan de vie, sans plan juridique, sans plan pour ce qui se passe, quand la personne dont le nom est sur le papier décide que la personne dont les mains sont dans les murs n'est plus nécessaire. Si vous regardez cette vidéo et que vous pensez à acheter une propriété en Thaïlande ou dans n'importe quel pays où un étranger ne peut pas posséder de terrain, je vous en supplie, écoutez ce que j'ai à vous dire. Pas parce que je suis un expert, pas parce que j'ai des conseils juridiques sophistiqués à offrir, mais parce que j'ai payé 4,21 1000 € pour apprendre une leçon que vous pouvez apprendre gratuitement en écoutant ma voix pendant les prochaines minutes. Premièrement, si votre partenaire vous dit « Pourquoi as-tu besoin de papier? Tu ne fais pas confiance ?» Sachez que cette question est elle-même la réponse. Une personne qui s'oppose à la documentation est une personne qui bénéficie de son absence. Et une personne qui bénéficie de l'absence de documentation ne protège pas votre amour. Elle protège son avantage. Deuxièmement, engagez un avocat avant d'engager un entrepreneur. Rédigez un usufruit avant de rédiger un plan d'étage. Déposez une déclaration légale avant de couler une fondation. Le document coûte quelques milliers de bahts. L'absence de document coûte tout ce que vous avez. Troisièmement, ne confondez jamais la construction et la propriété. J'ai construit la meilleure maison de ma carrière. Chaque tuyau, chaque vanne, chaque raccord porte la marque de mes 40 et 1 an de métier. Mais la construction ne fait pas la propriété. Les mains dans les murs ne remplacent pas le nom sur le papier, la sueur ne remplace pas la signature. Et l'amour que vous ressentez, l'amour qui vous convainc que tout ira bien parce que cette personne vous aime en retour, l'amour ne survit pas au tribunal. Le document, oui. Je suis un plombier. J'aurais dû le savoir. La meilleure plomberie du monde n'a aucune importance si le bâtiment ne vous appartient pas. Construisez la maison, aimez la femme, coulez le béton, installez les vannes. Mais signez les papiers d'abord. Les papiers sont la seule chose qui reste quand tout le reste fuit. Mon nom est Hervé Quintard. Et ceci est mon avertissement pour vous. Apprenez de mon erreur, parce que le prix de cette éducation particulière est trop élevé pour que quiconque le paie. Quelques semaines après avoir partagé mon histoire, j'ai reçu un message d'un homme en Belgique qui m'a dit que mon expérience l'avait convaincu de consulter un avocat avant de finaliser l'achat d'une maison au nom de sa compagne dans la province de Chiang Rai. Il avait déjà versé la compte sur le terrain, mais il n'avait pas encore signé le chanote. Mon humiliation a sauvé son investissement. Ce message a rendu tout cela supportable. La femme, qui vit dans ma maison, est probablement assise en ce moment sur le porche que j'ai coulé, regardant le tamarinier projeter son ombre sur l'allée, pendant que les vannes thermostatiques que j'ai installées dans les salles de bain maintiennent l'eau à exactement 40 et 1 degré, la température qu'un plombier français considère comme optimale pour se laver les mains après une journée de travail. Elle ne sait pas comment ajuster le calibrage, elle n'en a pas besoin, les vannes ont été réglées pour ma préférence, et elles maintiendront cette température pendant des années encore, parce que les vannes françaises sont construites pour durer, et parce que certaines choses continuent à fonctionner correctement longtemps après que la personne qui les a installées a cessé d'être nécessaire. C'est peut être la chose la plus triste de toute cette histoire. Pas l'argent perdu, pas la maison perdue, pas même l'amour perdu. La chose la plus triste, c'est que ma plomberie est encore parfaite dans une maison qui ne se souvient plus de mon nom. Ne soyez pas Hervé Quintard. Ne laissez pas quelqu'un dont le nom est sur le papier détruire tout ce que vos mains ont construit. Croyez-moi, le monde réel, aussi compliqué et imparfait soit-il, vaut tellement mieux que n'importe quelle maison que vous pouvez construire sur le terrain de quelqu'un d'autre.